Amis des contacts de fin de course, bonjour. Alors ça fait plusieurs fois que des internautes plutôt débutants me demandent comment câbler justement ces fameux interrupteurs de fin de course sur des systèmes comme ça à moteur à courant continu. Et c'est une vidéo que j'avais dans les tuyaux depuis bien longtemps, et là il y a encore quelqu'un qui m'a relancé. C'est vrai que je lui avais dit que j'en ferais une. Et bon, comme je dis toujours, contrairement aux hommes politiques, j'essaye toujours de tenir mes promesses. Alors aujourd'hui, voilà cette vidéo, donc plutôt pour les débutants, qui va parler de cette notion de contact de fin de course. Alors déjà, avant de rentrer dans la partie, on va dire, électrique, de quoi s'agit-il? L'idée des contacts de fin de course, c'est qu'à un moment donné, sur un système piloté généralement par un moteur, par un actionneur quelconque, c'est d'avoir à un moment donné une rétroaction qui va indiquer au système de pilotage la position de l'élément en mouvement, de façon à ce que il puisse savoir ce qu'il fait et éventuellement couper le moteur. Par exemple, si on prend ce genre de choses qui parleront peut-être à certains, qui sont typiquement les actionneurs qu'on trouve pour les verrouillages de porte, c'est des trucs très simples, donc là il y a un moteur, une crémaillère, et on voit ici ce système, il n'y a absolument aucun fin de course dedans. C'est-à-dire que là, les deux fils sont branchés directement sur le moteur. Et si on les branche directement sur une alimentation, ce que je vais faire ici, on voit que quand ça arrive en butée, parce qu'il ne peut pas aller plus loin, le truc s'arrête. C'est-à-dire que là, je le branche. Là, là, il était dans la mauvaise position. J'inverse le courant. Voilà. Et là, si on voit bien, toc, voilà, il va à bout. Mais là, je veux dire, le moteur, il est à fond. Donc là, j'ai une limitation de courant sur mon alim qui limite le courant. Mais voilà, le moteur, il est toujours alimenté. Et s'il est alimenté réellement en 12 volts plein pot, il va finir par cramer. Sur ce genre de truc, ce qui fait la différence, on va dire, entre le fait que justement à un moment donné le moteur ne crame pas, c'est simplement la durée. C'est-à-dire en gros, on donne une impulsion, on sait par exemple qu'il faut, je sais pas moi, une demi-seconde au maximum pour que le truc bouge, et on envoie une impulsion d'une demi-seconde dans un sens ou dans l'autre, et voilà, l'idée c'est que peut-être que s'il arrive avant la fin de la demi-seconde, le truc il va être surchargé, mais je veux dire pendant un temps limité et acceptable, ou s'il va pas tout à fait à fond, il va pas tout à fait à fond, et éventuellement, imaginons que quelque chose, par exemple le bloc, par exemple si on le bloque avec le doigt, voilà, une fois la demi-seconde passée, il restera dans la mauvaise position, et ainsi de suite. C'est exactement comme ça que ça marche. Donc ça, c'est des systèmes où il n'y a aucune rétroaction, c'est-à-dire que le système ne sait pas à quel moment il est arrivé quelque part en butée. Alors ça peut des fois être gênant. Il existe d'autres systèmes, comme on va le voir, où justement on va mettre des capteurs, je veux dire en fin de course, et par exemple, imaginons ce système-là, ça c'est mon petit montage que j'ai fait vite fait pour montrer le système et qui me sert à différents tests. En fait, on a un moteur, qui a en plus un embrayage, qui fait que si on fait des conneries, ça le crame pas, qui entraîne ici un engrenage qui est monté sur un potentiomètre. Alors pour l'instant, on va pas parler de potentiomètre, et sur lequel j'ai mis voilà ces deux micro-switch là, qui justement sont les capteurs de fin de course. C'est-à-dire que, à la limite, je peux déjà faire la démo, voilà, on voit que le truc tourne jusqu'au moment où le capteur est actionné. Voilà, et c'est comme ça que ce système, qui est un petit peu équivalent à l'autre, en gros il a deux positions, on va dire, fixes, mais le moteur s'arrête de façon automatique quand il est arrivé quelque part. D'ailleurs, si je le perturbe, le truc, c'est-à-dire que avant qu'il soit arrivé, je coupe, voilà, lui il croit qu'il est arrivé à la bonne position, alors qu'en fait il n'y est pas. Donc c'est exactement ça, le principe des systèmes de fin de course. Donc généralement on les met pourquoi ? On va dire, il y a deux grandes familles, on va dire, d'utilisation. La première famille, c'est justement des cas comme ça. Alors, ça peut être des trucs qui, de toute façon, n'ont vocation qu'à être toujours dans une position dans ce sens-là ou comme ça. Mais ça peut être une glace électrique, par exemple, les glaces électriques de voiture. Alors, toutes n'ont pas ce genre de capteur, mais quand il y en a, là, en gros, l'utilisateur, il peut la mettre à la position qu'il veut, mais à un moment donné, s'il va trop loin, le moteur ne va pas forcer. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation, on va dire, possible des trucs de fin de course. Et une autre utilisation qu'on trouve généralement, ça va être soit du positionnement, soit de la sécurité. Dans le cas de la sécurité, prenons par exemple une petite commande CNC. Le chariot de la fraiseuse n'a pas vocation à aller à fond
de l'axe des X, par exemple, ou des Y. Le problème, c'est que si par hasard il y va, ce qui va se passer, bah, comme dans le moteur pas à pas, le système ne sait pas du tout à quel endroit il continue, bah, ça va forcer éventuellement, ça va forcer sur la vis de commande, éventuellement ça peut abîmer les choses. Donc là, c'est plutôt des fins de course, on va dire, de sécurité, qui font que, je veux dire, normalement, elles sont jamais utilisées, mais si pour X raison, le chariot X tape dans une butée, bah, il va, je veux dire, s'arrêter, et voilà, ça va mettre une alarme, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est plutôt des fins de course, on va dire, de sécurité. Alors, il y a un autre cas, c'est la référence. Alors ça, c'est typiquement le truc qu'on trouve, par exemple, dans mon imprimante 3D. Si on regarde, la colonne d'impression qui est comme ça, je rappelle, la tête, là, le plateau, il descend. Bah, c'est un moteur pas à pas. Donc lui, il sait pas à quel endroit il est. Donc la première fois, il descend doucement, juste au moment où il y a un capteur de son mode fin de course, ce qui fait qu'une fois qu'il est là, il sait que c'est en gros son zéro, ce qui fait qu'après, en comptant le nombre de pas, il peut sortir. C'est-à-dire que même si je l'arrête là, ou je l'arrête là, je coupe le courant, bah, au moment de redémarrer, il redescendra jusqu'à trouver sa référence. Mais si on regarde bien, sur ce système-là, il n'y a pas de fin de course en haut. C'est-à-dire que si par contre, il monte et qu'il y a un bug et qu'il monte trop haut, bon, il va arriver en butée et puis bah, il va forcer ici. C'est-à-dire que là, typiquement, ils n'ont pas mis de fin de course de sécurité sur le haut, et celui d'en bas sert plus de capteur de positionnement. Donc voilà en gros un petit peu ce qu'on peut dire. Alors après, les capteurs en eux-mêmes, là j'ai mis des interrupteurs, mais ça peut complètement être autre chose. On peut trouver des capteurs magnétiques, par exemple des relais ILS qui marchent avec des aimants. On peut trouver des capteurs à effet Hall qui marchent aussi avec des aimants, des systèmes magnétiques qui détectent, je vous en avais déjà montré, la présence d'une masse métallique dans un bobinage. Ça peut être bien sûr des capteurs optiques, on a ça très souvent, les espèces de fourches là qu'on retrouve un petit peu partout. Enfin voilà, ça peut être en fait, je veux dire, plein de choses, voire même un truc, pourquoi pas une caméra qui regarde le truc et puis qui en analyse la position du système. Enfin, en gros, c'est tout système qui à un moment donné va pouvoir avertir le système de commande, ce qu'on appelle une rétroaction, pour lui dire tu es arrivé à un endroit voulu et tu dois prendre une décision. Alors dans cette vidéo, on va s'arrêter quand même à un cas, on va dire un petit peu limité, en disant on va s'occuper que des systèmes, on va dire, par électromécanique simple, avec des moteurs à courant continu et des interrupteurs. Donc très souvent, on va utiliser ce genre de choses qu'on appelle des micro-switch, qui sont des petits interrupteurs qui, on voit là par exemple une palette, et avec une course très faible, qui permettent de les actionner. Alors, quelques mots justement déjà au niveau du montage de ce genre de choses. Bon là, je l'ai fait, je veux dire, c'est vraiment un fait un peu trouvé. On voit que le support bouge quand ça arrive au bout, ce qui n'est absolument pas correct du tout, ça ne devrait pas bouger. Voilà, c'est pas un bon design. Bon, encore une fois, là, c'est un truc de démo. Mais ce qu'il faut déjà savoir, et c'est des fois une erreur qui est faite, c'est que les micro-switch n'ont pas vocation à servir de butée. Donc, j'ai déjà vu ça, et ils sont pas du tout conçus pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le système va détecter la fin de course, et en fait va actionner le switch, il doit juste l'actionner, mais c'est pas lui qui va l'arrêter. Le switch, il coupe la commande moteur. Et là, justement, souvent les systèmes, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire que, est-ce que le système est très lent? Et là, on voit que le moteur tourne très très lentement. Voilà. On voit que dès que le moteur va couper, il va, je veux dire, d'office, s'arrêter tout de suite, et il n'y aura quasiment pas d'inertie qui fait qu'il va continuer. Là, on le voit très bien. Mais si par contre, mon moteur il est alimenté beaucoup plus fort, voilà, là on voit que le fait que le moteur soit coupé, il y a une certaine inertie due à tout le système, et que on voit qu'il dépasse largement sa position. Et là, quand c'est comme ça, il faut qu'on prévoie généralement des systèmes mécaniques. Alors il y a plusieurs façons de le faire, soit on garde du jeu, c'est un petit peu ce que j'ai fait là, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il commute en disant que c'est la fin, en gros, mécaniquement, il peut quand même aller un petit peu plus loin. Ce qui fait que ça l'empêche pas, en fait, je veux dire, en gros, il a assez de place pour freiner et s'arrêter normalement. On peut très bien aussi mettre des butées vraiment mécaniques, genre, je sais pas, des caoutchoucs, des absorbeurs, enfin, tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est quelque chose qu'au moment de la conception du système, il faut vraiment prendre en compte, et c'est vraiment important, de même que, généralement, on peut prévoir aussi un ajustement mécanique, par exemple, de façon à pouvoir régler plus ou moins
précisément à la fin de course. Des fois, c'est des systèmes en biseau. Enfin, voilà. Après, il y a en fait plein de montages possibles qui vont dépendre de la vitesse de l'actionneur, de son inertie, de tous ces paramètres. Enfin voilà, ça, on va dire, c'est pour le montage mécanique. Alors, quand on monte ce genre de choses, on va voir qu'il y a plusieurs solutions que je vais justement vous détailler ici. Alors, tiens, on va prendre mon ardoise magique, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va essayer d'éviter les reflets. Et comment ça marche? Alors, dans le montage le plus simple, hein, celui que je vous montre ici, et c'est facile à comprendre, si on faisait quelque chose de super simple, je veux dire, on a ici un moteur, voilà. Donc le moteur alimenté par le moins, et ici alimenté par le plus, donc quand on l'alimente, il tourne. Et ce qu'on utilise très souvent pour les contacts de fin de course, c'est des contacts qu'on appelle normalement fermés. Hein, je rappelle que sur les contacts, généralement, il y a deux parties. Généralement, il y a un truc qui s'appelle C, le commun, et NO normally open et NC normally close. Ça veut dire en gros que quand le contact n'est pas actionné, il est normalement fermé, c'est-à-dire que le contact se fait entre le commun et le NC, et quand le contact est actionné, le contact se fait entre ça et le normally open. En gros, on a un truc qui ressemble à ça, avec là le repos est connecté là et le travail ici. En français, on voit des fois noté RT, on voit ça sur les relais, un repos au travail. De façon intuitive, la meilleure façon de faire un fin de course, c'est de mettre ici justement un contact normally close. Et de se dire, bah là, le moteur, quand il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Quand il arrive en butée, ça ouvre ici cet interrupteur et ça coupe le moteur. Alors si on fait juste ça, c'est bien, mais je veux dire, le problème, c'est que ça marche que dans un sens. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un truc qui tourne toujours dans le même sens. Quand il arrive au bout, le truc s'ouvre, mais après, il redémarrera jamais. Donc là, on peut trouver des fois ce genre de choses sur des systèmes où, par exemple, c'est un truc qui s'ouvre à la main et qui se referme automatiquement. Dans ce cas-là, un truc comme ça suffit. En fait, pour sortir de cette position quand il est là, où l'interrupteur est ouvert, on le repousse à la main et éventuellement on peut le refermer. Ou alors, on peut inverser le courant, mais on peut, il faudrait bypasser ici l'interrupteur. Mais généralement, c'est quand même pas comme ça que ça marche. Donc très souvent, en fait, ce qu'on utilise pour pouvoir piloter un moteur en continu dans les deux sens, c'est le fait d'inverser la polarité inverse son sens, c'est qu'on utilise un double switch, voilà, inverseur comme ça, sachant que là, on connecte là au moins et là au plus, et là, c'est des doubles inverseurs, on connecte au plus, et là, le moins, on le reconnecte ici. Donc là, on comprend bien que dans une position, le moins passe ici, passe dans le moteur, arrive ici au plus, hein, là c'est le repos, et donc il tourne bien dans un sens, et quand j'actionne le switch, cette borne-là, elle se retrouve au plus, celle-là se retrouve au moins. Et là, pour mettre des contacts de fin de course, c'est assez facile, parce que quand il est au repos comme ça, en gros, lui, il va tourner jusqu'à quand? Il va tourner jusqu'à temps que je coupe le courant. Donc il suffit que je mette mon contact normally close ici de fin de course, et ça va bien l'arrêter. On voit bien que le moteur tourne, il arrive en butée, ça ouvre ici, donc le courant ici ne peut plus passer, et le moteur s'arrête. Quand je vais mettre dans l'autre sens, ce truc-là, il est en l'air, donc ça ne se gêne pas. Et là, on va faire la même chose, il va tourner jusqu'au moment où il va falloir qu'il s'arrête. Et dans ce cas-là, je peux mettre le contact, l'autre, normally close, ici. Ça marche très bien, et c'est exactement le montage que j'ai fait ici. Alors c'est un montage qui est très très classique, et qui, ma foi, fonctionne bien, mais qui a un inconvénient. Et l'inconvénient, c'est qu'il fait beaucoup de câblage. Imaginons que la partie interrupteur ici se trouve à 100 mètres, il va me falloir déjà 100 mètres de fil pour le moteur, mais on voit qu'il n'y a pas grand-chose de commun. Alors je peux mettre un des contacts ici en commun, mais ces deux fils-là seront séparés. Il me faudra pour les contacts au moins encore 300 mètres de fil, et c'est quelque chose qui génère éventuellement beaucoup de câblage. Alors pour éviter ça, un montage que l'on fait très souvent, c'est celui-ci. En fait, on va utiliser des diodes. Et les contacts, en fait, on va les mettre les deux en série avec le moteur, mais on va mettre des diodes. Alors pour comprendre comment ça marche, c'est simple. Imaginons le premier cas, où ici c'est plus et moins. Donc le moteur tourne, et mettons que ça soit ça la fin de course, c'est-à-dire qu'il tourne, et au moment où il arrive en butée, ce contact-là s'ouvre. Alors ça veut dire que le courant ne peut plus passer là, et il ne peut pas non plus passer dans la diode, parce qu'elle est polarisée en inverse. Donc le moteur s'arrête. Mais à ce moment-là, imaginons que j'inverse, c'est-à-dire que maintenant je vais mettre ici moins et plus ici. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le courant plus, il peut passer ici via le contact. Là, c'est vrai que le contact est fermé, donc il ne peut pas passer dedans, mais par contre, il peut bien passer quand même dans la diode.
Donc il va quand même tourner, et quand il va arriver à l'autre bout, bah, ça va être exactement le même truc, mais avec ce contact-là qui va s'ouvrir. Donc voilà, alors le fait de faire ça, comme on peut voir, c'est quand même plus intéressant, parce que si les butées sont relativement proches du moteur, ça limite généralement le nombre de fils, et si on regarde, ça limite aussi la complexité un petit peu quelque part. Par contre, le prix à payer, c'est que éventuellement au démarrage, on a une diode à mettre qui doit bien sûr tenir le courant de la charge, et bien sûr il y a une perte. Donc si c'est, alors on peut mettre une jet Schottky si ça tient pour limiter le seuil et ainsi de suite. Mais c'est aussi quand même quelque chose qui est très très souvent utilisé et que personnellement j'ai très souvent utilisé. Il faut quand même voir, c'est que dans tous les cas, le courant du moteur passe dans les switches et éventuellement même ici dans les diodes. Alors ça peut être gênant. Imaginons ici un moteur qui consomme 10 ampères et qui est relativement loin. Ça veut déjà dire que tout ça, il va falloir que je le câble avec du fil costaud, que je mette des switches qui tiennent 10 ampères, qui peuvent faire des problèmes d'arc, il faut mettre des réseaux snubber, j'en ai déjà parlé, quand ça va couper, et ainsi de suite. C'est pas toujours souhaitable. En gros, quand les moteurs vont devenir très puissants, généralement, c'est plus ce qu'on fait. Dans ce cas-là, on garde des micro-switches, mais la commande est complètement différente. Dans ce cas-là, il y a un système de commande du moteur, ça peut être un pion H, un relais, un truc comme ça, voilà, qui ici commande le moteur, et les fins de course, je les note ici, elles arrivent en gros dans la logique de commande qui pilote ça. À ce moment-là, vu que c'est juste une information, dire le courant passe plus du tout dedans, là on peut mettre quelque chose de très très light, quelques milliampères, ça peut faire l'affaire. Et cette logique de commande, on peut la faire avec des portes logiques, on peut la faire avec un microcontrôleur, avec plein de choses comme ça. Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura intéressé, qui aura peut-être aidé les débutants à y voir un peu plus clair dans cette histoire de fin de course. De toute façon, je garde ici mon petit montage de moteur parce que c'est un sujet que j'ai envie de faire depuis longtemps. Alors, j'ai pas encore eu le temps d'y travailler, mais justement de regarder un petit peu comment on peut faire des systèmes d'asservissement, hein, c'est-à-dire de vos moteurs quelque part, en utilisant par exemple le potentiomètre là qui donne la position du moteur. Et on pourrait même, j'y pense, à essayer de faire avec ça une sorte de démo et d'introduction, on appelle les systèmes PID, hein, proportionnel, intégral, dérivé, qui permet justement, là, si à un moment donné on dit au système d'aller à une position déterminée, l'idée c'est qu'il aille le plus vite possible, mais d'une façon juste, c'est-à-dire qu'il soit précise et surtout qui ne dépasse pas, sans oscillation, sans rien, et c'est pas toujours quelque chose de simple à faire. Enfin, on verra ça plus tard. Honnêtement, j'ai plein d'autres choses à faire d'ici là, mais voilà, faut savoir que c'est dans les tuyaux. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu manges? Des tic-tac? Toi, à trop manger de tic-tac, on finit par chier une pendule. Oui, je sais, même Carambar, on n'a pas voulu de celle-là. Bon, allez, là-dessus, que le grand switch évite les catastrophes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.